Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, libération au Rwanda de Paul Rusesabagina après près de 3 ans de détention. Sa condamnation a été commuée par ordre présidentiel. L'opposant avait été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Face à la montée de la menace terroriste, le gouvernement burkinabé décrète l'état d'urgence dans 8 régions du pays, prises dans une spirale de violence perpétrée par des groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. À suivre également dans cette édition du sport avec le bilan de la 3e journée de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais tout d'abord, 380 rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, condamnés à la prison à perpétuité, bénéficient d'une grâce présidentielle. Le décret le raccordant cette grâce a été signé samedi 25 mars par le président de transition Mahamat Idriss Déby. Les combattants concernés avaient été arrêtés en avril 2021 lors d'une opération de leur groupe au nord du Tchad avant leur condamnation ce 21 mars 2023 à la prison à vie par la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena pour atteinte à l'intégrité de l'État, terrorisme, mercenariat et atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby, tué au front le 20 avril 2021 lors d'une offensive des rebelles. À noter que le chef du FACT, Mahamat Ali Mahdi, et d'autres leaders du mouvement condamnés à la prison à vie ne sont pas concernés par cette grâce présidentielle. Paul Rusesabagina, farouche opposant au président rwandais Paul Kagame, est désormais libre. Sa condamnation a été commuée par ordre présidentiel, a déclaré la présidence rwandaise. Paul Rusesabagina avait été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. L'opposant qui possède la citoyenneté belge et qui réside de façon permanente aux États-Unis a été remis à l'ambassadeur qatari avant son retour aux États-Unis. Le récit de Nathalie Maufre. La commutation de peine n'empêche pas la réparation, ont indiqué dans des médias locaux les avocats des victimes des Forces de Libération Nationale, FLN, après la libération de Paul Rusesabagina et Calixte Nsabimana. Ils réclament une indemnisation de 412 millions de francs rwandais aux héros du film Hôtel Rwanda et ses 18 co-accusés qui ont bénéficié d'une libération anticipée le 24 mars 2023 au soir, après 900 jours d'emprisonnement. L'amnistie accordée par le président rwandais Paul Kagame a permis la remise en liberté de Paul Rusesabagina, pourtant condamné à 25 ans de prison pour terrorisme en septembre 2021. Tout au long de notre histoire, quand nous avons eu l'idée d'aller de l'avant et d'effectuer des progrès, nous sommes arrivés à un stade où il nous a fallu pardonner l'impardonnable. Il s'agit d'une idéologie qui nous permet de ne pas nous figer dans notre passé. Nous avançons vers le futur et parfois cela nous coûte cher. Des observateurs notent le rôle de la diplomatie dans la libération de Paul Rusesabagina. L'exécutif rwandais ayant reconnu que son arrestation avait violé quelques principes du droit international a attribué l'issue de la procédure judiciaire contre Paul Rusesabagina à la volonté de renouer des liens cordiaux avec les États-Unis. Le pays américain dont Paul Rusesabagina est le citoyen a toujours réclamé l'abandon des poursuites, tandis que le Rwanda a tenu à montrer par l'exemple sa condamnation des attaques violentes du FLN qui ont causé la mort de 9 personnes entre 2018 et 2019. Personne ne devrait se faire d'illusions sur ce que cela signifie, car il y a un consensus sur le fait que des crimes graves ont été commis pour lesquels ils ont été condamnés. D'après le gouvernement, dans une lettre datée du 18 octobre 2022, Paul Rusesabagina a exprimé des regrets face aux faits qui lui étaient reprochés et a sollicité la grâce présidentielle. Entré dans l'opposition, il a cofondé le parti politique Mouvement Rwandais pour le changement démocratique, dont le FLN a été le bras armé. Au Rwanda, la loi prévoit que tout parti politique qui soutient un groupe militaire rebelle est considéré comme terroriste.
L'inquiétude aux Comores à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, aux craintes notamment quant à la transparence et le bon déroulement général du scrutin. C'est ainsi que l'opposition conditionne sa participation à cette élection et à un éventuel dialogue avec le pouvoir, entre autres à la libération des prisonniers politiques, à la composition tripartite paritaire entre pouvoir, opposition et société civile dans les organes chargés de la gestion des élections. Le chef de l'État contesté, Azali Assoumani, en exercice depuis 2016, se dit ouvert à un dialogue politique, mais aucune déclaration sur la question, notamment des prisonniers politiques, n'a été faite. Sachez également que l'opposition demande le soutien de la communauté internationale afin de garantir le respect aux Comores de l'ordre constitutionnel dans l'organisation des prochaines élections. Au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement déclare l'état d'urgence dans 8 régions du pays. La mesure a été décrétée vendredi dernier en Conseil des ministres. Cette mesure s'appliquera à partir du 30 mars 2023. Dans le détail, cet état d'urgence va permettre aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. Ces mesures interviennent quelques jours après la visite du chef de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, à Kaya, dans le centre-nord du pays, en proie à une recrudescence des attaques terroristes. Écoutez le colonel Boukaré Zungrana, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Ce qui est recherché à travers le vote de cette loi, c'est que les populations dans les villages et dans les secteurs puissent être les artisans de leur propre développement et les artisans de leur propre sécurité. Bénévolat parce que dans les villages, ça se fait déjà. Les populations travaillent, font leurs rencontres, font leurs activités, s'organisent et n'ont pas besoin d'être payés pour ça. Ils le font, c'est ce qu'ils font tous les jours que nous sommes en train de formaliser ici. Notre souhait et ce que nous voulons, c'est que ces couverts-là soient vraiment apolitiques, ne puissent pas être sous l'influence d'une organisation politique ou organisation quelconque que ce soit, mais qu'elle soit vraiment une organisation du village pour défendre les intérêts du village. Le Congo-Brazzaville en quête de fonds pour financer l'opération de démobilisation, désarmement, réinsertion. Montant souhaité 8,3 milliards de francs CFA, soit plus de 13 millions de dollars. Pour ce faire, le gouvernement a rassemblé ses partenaires ce samedi pour une table ronde. Aucun financement n'a été annoncé pour l'instant, mais les agences des Nations Unies pourraient prendre part à ce fonds qui doit être assuré à hauteur de 25% par le Congo lui-même. Les 75% de la somme doivent être mobilisés par les bailleurs de fonds internationaux. L'opération DDR est liée aux affrontements armés qui ont secoué le département du Poul entre 2016 et 2017, des violences qui ont provoqué le déplacement de 138 000 personnes. Le programme DDR doit durer 4 ans et devrait concerner plus de 7 000 anciens combattants. La date du lancement de l'opération DDR n'a pas encore été annoncée. Le e-commerce en Afrique, un business en plein essor, mais qui fait face à plusieurs défis. Le marché reste étroit et offre des marges faibles. Le marché nécessite alors des investissements réguliers et colossaux. Le défi reste également celui de la régulation du secteur. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient d'adopter en ce sens une stratégie pour la période 2023-2027. Les précisions de Mildred Diamou. Le renforcement institutionnel, la sécurisation de la confiance tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la fourniture de renseignements et l'inclusion des groupes marginalisés et vulnérables. Ce sont quelques objectifs visés par la nouvelle stratégie de commerce électronique adoptée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au thème de la 5e réunion régionale sur le développement du commerce électronique tenue du 20 au 21 mars 2023 à Accra au Ghana. L'organisation sous-régionale a adopté une stratégie de commerce électronique et son plan de mise en œuvre pour la période 2023-2027.
Le commerce électronique va régir l'essentiel de l'activité commerciale entre les pays des 5 prochaines années, d'où l'importance de canaliser ce commerce, de le rendre homogène et le fusionner au commerce général des services. C'est-à-dire le commerce va devenir un commerce électronique adapté aux services pour que les services prennent un bon départ et que les services s'envolent encore de façon sécurisée, à la fois au niveau des paiements qu'au niveau des transactions. Dans un communiqué daté du 24 mars 2023, la CEDEAO a indiqué que l'adoption de la stratégie de commerce électronique est conforme aux ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la vision 2050 de l'organe sous-régional visant à tirer parti de la numérisation pour garantir le développement économique. L'initiative vient soutenir les efforts de la CEDEAO pour accélérer la transformation structurelle des États membres et favoriser l'intégration régionale à travers la diversification économique et la création d'emplois. On est donc dans une stratégie qui va certainement aider plusieurs pays à sortir de l'ornière, qui va aider certains secteurs africains à avoir plus de visibilité à l'international. Il faut donc allier la stratégie du commerce électronique à celle de la stratégie du commerce énergétique pour que l'énergie serve de façon optimale aux objectifs du commerce électronique. Sinon, le commerce électronique pourrait évoluer technologiquement, mais être complètement plombé par l'énergie. Le potentiel de l'économie numérique pour l'avenir de l'Afrique est important. Les experts insistent sur l'importance de relever les défis existants en matière de connectivité et d'électricité pour tirer pleinement profit de ce potentiel. Ils recommandent un leadership politique renforcé et un cadre de coordination robuste au niveau national et régional, gage du succès de la mise en œuvre de ces stratégies et d'une croissance inclusive pour la sous-région. Les éliminatoires de la CAN, le Cameroun et la Namibie se neutralisent, match nul 1-1. L'équipe namibienne avait pourtant ouvert le score avant que les Lions indomptables du Cameroun n'égalisent en seconde période. C'était vendredi dernier au stade Omnisport Ahmadou Ahidjo lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le point sur la rencontre avec Séverin Douqueux. La Namibie arrache le point du nul, un but partout face au Cameroun dans la rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions indomptables, qui évoluaient diminués de ses attaquants clés dont Aboubakar Vincent ou Toko Ekambi, se sont fait surprendre à la 26e minute par la ténacité de l'avant-centre namibien Chalou Lili, qui a profité d'une erreur de communication entre le défenseur camerounais Castelito et son gardien de but pour inscrire le premier but de la partie. Il est normal en tant qu'attaquant d'anticiper sur les balles entre le défenseur central et le gardien de but. Et c'est ce que nous faisons toujours aux entraînements, travailler sur l'anticipation. Vous ne savez pas ce qui peut arriver, il s'agit de travailler à être au bon endroit, au bon moment. Malgré une seconde mi-temps plus intense, avec notamment l'entrée en jeu de Ngom à la place de Bokele, les Lions indomptables accusent malagresse et manquent de finition. Conséquence, ils ne parviennent pas à prendre l'ascendant sur leur adversaire. Sur une balle arrêtée à la 73e minute, Bochum sert parfaitement Olivier Kemen qui ramène le score à égalité, un but partout. Un résultat qui arrange les affaires du sélectionneur namibien. Notre mission a été de venir voler quelques points au Cameroun. Nous rencontrerons à nouveau le Cameroun dans 3 ou 4 jours et ensuite le Burundi. Notre objectif principal est d'aller à la CAN avec vous, les grandes équipes. Le Cameroun garde néanmoins la tête du groupe avec 4 points, suivi de la Namibie et du Burundi. Les Lions indomptables affronteront les Brave Warriors en match retour le 28 mars 2023 à Soweto, en Afrique du Sud. Match nul pour le Cameroun lors des éliminatoires de la CAN de football, mais victorieux en revanche pour les qualifications de l'Afro-CAN, compétition de basketball organisée par la FIBA, la Fédération internationale de basketball. La sélection camerounaise de basket a validé vendredi dernier son ticket pour la compétition au terme des éliminatoires de la zone 4. Les détails de Laetitia Mebenga.
76-82 à la fin d'une rencontre physique entre le Cameroun et le Tchad. Le Cameroun confirme sa place de leader de la compétition. Des enjeux importants pour chaque équipe. Le Tchad recule d'une marche après sa victoire contre la Guinée équatoriale la veille. Le Cameroun, quant à lui, confirme sa position. 3 matchs et 3 victoires pour les poulains de Francis Eyenge. Il ne faut jamais négliger une équipe. Quand une équipe participe à une compétition, c'est pour essayer de la gagner. Ce n'est pas dit que nous avons effectué un bon match, non. Nous avons failli vers les deux derniers cartons, nous n'avons pratiquement pas réagi. Alors je ne sais pas toujours, l'équipe ne s'est pas encore retrouvée. Il change au fur et à mesure. À chaque match, l'équipe est en train de changer. On espère que la suite de la compétition va être meilleure. De son côté, le Gabon a infligé une véritable raclée à la Guinée équatoriale. 110-36, l'équipe de Francisco Ndong, bien maillé, a eu du mal à tenir le rythme de la compétition avec ses 3e défaites décisives. Le Gabon, quant à lui, avec 2 victoires et 1 défaite, garde une chance d'obtenir le ticket pour la suite de la compétition à Luanda, en Angola, en juillet 2023, pour la 2e édition de l'Afro-CAN. Nous gardons la motivation même si ça reste notre première compétition dans la sous-région. Cela reste une expérience pour nous. Cela nous permet de nous frotter à d'autres équipes. Nous allons continuer à travailler dur. C'est une compétition importante pour la sous-région et nous sommes déjà fiers d'être là. Les derniers matchs de la compétition opposeront le Cameroun à la Guinée équatoriale et la Centrafrique au Tchad. Si le Cameroun remporte son match, il sera alors qualifié pour la suite de la compétition. Par contre, si le Cameroun perd, il y aura des chances pour le Gabon, qui n'a encaissé qu'une défaite depuis le début de la compétition, d'obtenir la qualification. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.